Je donne donc la parole à Yannick Courbois en le remerciant chaleureusement. Bien, bonjour et merci à vous. Je vais demander à Clément de bien vouloir… Bonjour Yannick. Salut. Alors, Clément. Me donner la main sur partage d'écran. Voilà. Alors. Donc, normalement, je vous ai nommé animateur. N'oubliez pas à la fin de me rendre… Me rendre, oui, tout à fait. C'est promis. Merci. Promis. Voilà. OK, ici, voilà. Donc, vous devez voir mon écran, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, ça y est, on voit la diapo. Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à vous pour l'organisation de cette journée, de m'y avoir invité. J'ai trouvé que la thématique telle qu'elle a été posée était intéressante, ambitieuse. C'est vrai que rattacher la notion d'intelligence au polyhandicap n'est pas, enfin, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Et j'ai bien aimé cette façon de poser le problème et de rentrer par cette question. Et donc, les organisateurs, en fait, m'ont fourni une thématique qui apparaît ici et qui est sur vos programmes à traiter et que je vais donc développer. J'ai un peu pris ça, donc je n'ai pas changé du tout le titre. J'ai un peu pris ça comme un sujet d'examen. Voilà, intelligence, qu'est-ce que la dimension cognitive, etc. Vous avez 30 minutes pour la traiter, ce à quoi je vais essayer de m'employer en disant tout de suite que je ne ferai pas le tour de la question, mais j'ai fait quelques choix. Alors, premier point, voilà. Enfin, voilà, je vais développer mon propos en 3 points. Le premier point, c'est celui de l'intelligence et des tests. Alors, Monsieur Courbois, je suis désolé de vous interrompre. Quand je nomme quelqu'un en tant qu'animateur, c'est lui maintenant qui a le monopole sur l'entrée des personnes dans la colloque. Et normalement, voilà, il y a une salle d'attente sur votre droite quand vous allez dans participants. Cliquez sur participants. Clément, je pense que tu dois pouvoir te mettre en co-animateur pour pouvoir, pas plus mal, pouvoir faire le travail et pour que M. Courbois ne soit pas importuné par ce. Oui, parce que je veux bien accueillir, enfin, ceci étant dit. Il faut que faut peut-être que tu reprennes la main, Clément, pour. Voilà, c'est fait. Co-animateur. Ouais. C'est bon. Donc, bienvenue aux 3 personnes qui viennent de rentrer. Alors, je vais développer le propos sur trois points. L'intelligence et les tests, ça sera extrêmement général et en fait, ça a été déjà abordé par Louis. Ensuite, je vais aller sur la question des origines de l'intelligence et de la cognition, hein, puisqu'ici, on est dans le domaine du polyhandicap et que, bon, s'agissant d'âge de développement, on sait que les personnes ont des âges de développement relativement entre guillemets faible. Et de fait, c'est la question de savoir, bon, à partir de quel moment on parle d'intelligence et quelles sont les premières formes de la cognition. Et enfin, si j'en ai un peu le temps, j'aborderai aussi la question de l'acquisition des connaissances par l'expérience, hein, c'est-à-dire, ça a été évoqué aussi précédemment, et par l'apprentissage. Voilà. Alors, premier point, l'intelligence et les tests, donc ce sera un propos assez généraliste. Que ce soit Bruno Paulet ou Louis Vallée, on a tous eu le même réflexe, c'est d'aller voir la définition d'intelligence et puis, on se rend compte que ça fait référence à des facultés générales, connaître, etc. Mais je passe puisque ça a déjà été traité. D'un point de vue scientifique, en fait, autant on peut discuter de l'intelligence et puis chacun donner notre avis et puis ça va converger sur les manifestations d'intelligence. Du point de vue scientifique, et en particulier au niveau de la psychologie, il n'y a pas eu de définition consensuelle de l'intelligence. En fait, chaque auteur de test, d'une certaine façon, ou chaque théoricien de l'intelligence va proposer sa propre définition. Et de fait, répondre à la question intelligence ou pas va dépendre de la façon dont l'auteur va définir la question de l'intelligence. Alors, ne sachant pas trop la définir ou ayant des définitions multiples, une approche plus pragmatique a consisté à, quelque part, à identifier dans ce qu'on appelle l'intelligence différentes composantes, c'est-à-dire
différents facteurs, différents sous-domaines de l'intelligence. Alors là aussi, il y a eu des propositions multiples et celles qui sont actuellement les plus éprouvées scientifiquement, en fait, sont des propositions d'analyse factorielle, c'est-à-dire qu'on va identifier différents facteurs dans l'intelligence, comme par exemple ici, je les redonne parce que je vais les reprendre par la suite, l'intelligence cristallisée, qui résulte en fait de l'apprentissage, de l'expérience. L'intelligence cristallisée, c'est lié à l'acquisition du langage chez l'enfant, par exemple, ou l'acquisition des connaissances scolaires. Et puis l'intelligence fluide, qui, elle, consiste à raisonner sur des choses abstraites et résoudre des problèmes qui sont nouveaux. Bien. Alors, on a découpé tout ça sous forme de composantes, sous forme de facteurs, avec cette idée que de ces modèles généraux, découlent, ou à ces modèles généraux sont rattachés les tests d'intelligence dont Louis et dont les parents ont parlé aussi tout à l'heure. Je pense que c'est M. Lemans qui a parlé de ces fameux tests. Et donc, voilà, ces tests sont construits en fonction de ces facteurs-là. Bien. Alors, que dire des tests? En fait, il y a plusieurs façons. Donc, les tests vont évaluer différentes composantes de l'intelligence et il y a plusieurs façons d'évaluer ces composantes. L'intelligence est un concept, ce n'est pas un objet concret, ça ne se mesure pas avec un mètre. Et en fait, pour évaluer l'intelligence, on va toujours rattacher la personne qu'on évalue à une population, à un échantillon qui représente la population. Il y a deux façons de procéder. La première façon de procéder, en fait, c'est de comparer la personne avec les personnes de même âge qu'elle. Et dans ce cas-là, on va situer la personne en termes de... C'est un peu, vous voyez ici, j'ai ma photo de classe, hein, et puis on va ranger les individus par rang, du premier au dernier. Et puis, ce que fait un test d'intelligence, en fait, tout bêtement, entre guillemets, il y a des outils statistiques assez sophistiqués derrière ça, mais c'est de situer l'individu, la distance de l'individu par rapport à la moyenne du groupe. Voilà, tout bêtement, c'est ça. Alors, la majorité des tests d'intelligence reposent sur cette façon de procéder. Ils sont extrêmement sophistiqués du point de vue de leur composition, du point de vue des analyses statistiques qui sont derrière. Mais s'agissant des personnes qui nous intéressent, en fait, ils ont un défaut majeur, et en particulier dans la déficience intellectuelle. Alors, l'intérêt des tests d'intelligence, c'est d'établir des profils, d'accord, c'est-à-dire de dégager les points forts et les limites de la personne. Mais ces tests ont un défaut majeur dans la déficience intellectuelle, dans le sens où vous avez ici un protocole d'un enfant et on s'aperçoit que d'une certaine façon, ils sont myopes de par leur construction, hein, puisqu'ils comparent l'individu avec les personnes de même âge que lui, et ils sont myopes du point de vue des capacités de la personne, puisque on s'aperçoit que dès lors qu'on est sur des déficiences modérées, hein, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, on a des profils qui sont au plancher. Hein, Louis parlait tout à l'heure d'effet plancher. Voilà, on est à un effet plancher. Donc, le test vous donne un QI global, mais il ne vous permet pas de mettre en évidence le potentiel de la personne. Alors, plus le QI est faible, ce qui est représenté ici, en fait, c'est la proportion de notes plancher qu'on observe en fonction des QI. Et plus le QI est faible, plus les notes plancher sont importantes. Et vous voyez ici que dans les QI autour de 40, eh bien, on a à peu près 80 ou 90% des notes qui sont au plancher. Donc voilà, ce test, enfin, cette façon de procéder ne nous est pas très utile en fait dans le travail au quotidien. Une autre façon de procéder, cette fois-ci, et qui est plus adaptée alors au polyhandicap, au handicap sévère, et peut-être aussi à la déficience intellectuelle, c'est plutôt de raisonner en termes d'âge de développement et de vitesse de développement.
C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas comparer l'individu par rapport aux personnes de même âge que lui, c'est la photo de classe. Ici, on va comparer l'individu, enfin, on va travailler sur une question de chemin de développement. L'idée, c'est que le développement est organisé en différentes étapes, en différents jalons. C'est ce qui est représenté ici. J'ai mis quelques jalons. Et quelque part, l'individu, ici, cet enfant, progresse sur le chemin du développement et il va passer par ces différents jalons à une vitesse qui lui est propre. Certains enfants marchent vite, d'autres, la majorité, ont une vitesse moyenne, d'autres enfants marchent plus lentement. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est qu'ici, on va travailler en termes, on va évaluer les âges de développement, on va aussi inférer des vitesses de développement, mais dans cette façon de penser les choses, il y a quand même toujours cette idée de progression. Chez certains individus, cette progression est très lente, chez d'autres, elle est très rapide. Certains individus arrêteront le chemin assez précocement, d'autres iront plus loin, mais voilà, l'analyse, l'utilisation d'échelles basées sur le développement, en fait, permettent de se projeter dans le cadre d'un individu qui est en évolution et non pas dans le cadre d'un individu qui se caractérise par ses déficiences, ses manques, ses déficits. Ne pas. Dans l'approche développementale, c'est où va-t-il? Je prends des repères, je sais qu'il est là et je sais que la prochaine étape pour lui est là. Peut-être qu'il n'atteindra jamais le niveau 3, mais on est sur une idée de progression. Alors, pour le polyhandicap, en fait, bon, il est évident que les outils classiques basés sur des comparaisons de même classe d'âge sont totalement inopérants, mais il y a une nécessité d'outils spécifiques basés sur une approche développementale avec cette idée, voilà, où est-ce qu'il en est du point de vue de son développement. Alors, est situé, puisque l'évaluation, vous l'avez dit très bien ce matin, l'évaluation stricto sensu n'a pas de sens dans le cadre du polyhandicap, mais l'intérêt d'une approche développementale située des compétences à acquérir de façon à dégager le potentiel des personnes. Et donc, c'est cette approche que vous allez retrouver, par exemple, dans la présentation de Régine Selle cet après-midi et le CP. En fait, on est vraiment dans cette dimension-là. Alors, on a plutôt intérêt à penser ici l'individu non pas en termes de manque, mais en termes de développement. Ça pose la question suivante, c'est aux origines de l'intelligence. Le développement de l'intelligence, où va-t-on le situer, d'une part, et d'autre part, alors pour élargir un peu sous l'aspect cognition, comment évaluer les capacités cognitives des individus à faible niveau d'âge, ou peut-être aussi avec un polyhandicap. Alors, c'est difficile d'échapper à un auteur très ancien quand on aborde cette question. Donc, ces livres, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, c'est de 1937, c'est très vieux, mais c'est intéressant justement pour aborder la question ici qui nous intéresse. Piaget, donc, est un grand psychologue qui a été très influent. Sa théorie a été assez fortement critiquée par la suite. Mais en fait, pour lui, l'intelligence, c'était une forme particulière d'adaptation. Il considérait qu'il y avait une sorte de continuité entre le biologique et le psychologique. Et dans cette forme de continuité, à un moment donné, on voit apparaître au niveau de l'évolution, si vous voulez, l'intelligence. Et donc, son idée, pour aller chercher justement cette continuité, Piaget a travaillé sur les tout jeunes enfants et sur les bébés. À la naissance, le bébé est un être réflexe et à ce moment-là, ce qui l'anime d'une certaine façon, c'est le biologique. Mais Piaget va se poser la question, il va faire des études extrêmement minutieuses du développement et il va se poser la question, mais à partir de quel moment je peux considérer qu'il y a intelligence? Alors, il va situer le début de l'intelligence vers 8-9 mois.
Pourquoi 8-9 mois? Parce que, en fait, à ce moment-là, l'enfant va commencer à coordonner des activités motrices entre elles, des gestes moteurs, avec un des gestes qui est destiné à titre d'objectif, c'est le but, et un autre geste qui va être utilisé à titre de moyen. Par exemple, avant cet âge, l'enfant prend les objets, il les saisit, il tire sur d'autres objets, tout ça, ce sont des gestes moteurs. Et à 8-9 mois, en fait, si vous dissimulez un objet sous un cache, il va tirer, donc le geste tirer, c'est le moyen, le cache pour prendre, prendre c'est la fin. Donc on a une coordination comme ça des actions. L'intérêt de l'approche piagétienne, c'est de dire, et ça répond à une forme de question, qu'il existe une ou des formes d'intelligence sans langage, et que ces formes d'intelligence, elles se manifestent essentiellement dans l'action, dans l'activité de l'enfant. Un de ces apports fondamentaux, ça a été de montrer que, quelque part, quand les enfants poussent, tirent, transvasent, jettent, etc., ce sont des actions motrices qui s'affinent progressivement, mais quelque part, ce sont des étapes. On est sur le tout début du chemin du développement, mais ce sont des étapes qu'il doit franchir nécessairement pour construire l'intelligence. C'est-à-dire que toutes ces activités, elles ont du sens, elles sont importantes et elles sont sur le chemin, elles étaient sur le chemin de chacun d'entre nous lorsque nous étions nous-mêmes en train de nous développer. Voilà. Donc, l'importance de l'activité est en fait une forme d'intelligence qui se déroule sans le langage. Alors, et avant 8-9 mois, en fait, on s'est rendu compte que, donc le premier point, c'est ça, c'est oui, il existe une forme d'intelligence sans langage, une forme d'intelligence sensorimotrice. On est au tout début du chemin du développement. Mais avant 8-9 mois, que se passe-t-il? Y aurait-il absence d'intelligence ou de connaissance? Alors Piaget s'est trompé sur cette question tout simplement parce qu'il n'avait pas les moyens ou les méthodes qui est utiles ou nécessaires pour répondre à cette question. On renverse du coup le problème du point de vue de la méthodologie, mais comment interroger? Alors je suis toujours chez le bébé, mais je vais arriver chez le polyhandicap par là. Comment interroger le bébé? Ah, c'est gentil de m'appeler. Écoutez, ça marche très bien. Yves, je pense que vous avez laissé Tout marche bien, tout est revenu. Voilà. Vous pouvez désactiver son son manuellement. Moi? Merci. Oui. Madame Rongière, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Rongière, s'il vous plaît. Voilà. Madame Rongière, vous m'entendez? Oui. Je suis content de vous saluer. Merci d'être parmi nous. Est-ce que vous avez la gentillesse de couper votre micro, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie. Voilà, ouais. Bon, merci. Du coup, la question, c'est comment interroger les capacités perceptives. Alors, vous avez beaucoup employé le mot perception. Hein. Ils perçoivent énormément de choses, et même cognitives du bébé, dès lors qu'il ne parle pas, et dès lors qu'il ne maîtrise pas des gestes élémentaires de pointage. Par exemple, montre-moi ceci ou montre-moi cela. Et donc, on a beaucoup appris sur les compétences du bébé en travaillant, entre autres, sur la question de la fixation visuelle. C'est-à-dire, on a regardé que regarde le bébé, c'est une chose, et d'autre part, combien de temps. Et donc, la question de la fixation visuelle, ça avait été évoqué tout à l'heure par Jean-Marc Lambert, aussi dans sa présentation. Et partant de là, en fait, on a réussi à avoir une idée extrêmement précise, développée, fournie sur les compétences perceptives et cognitives des bébés. Alors, il y a un tas de méthodologies, ça vaudrait un exposé en soi d'1 heure. Alors, je vais simplement aller rapidement sur 2 points. On a utilisé la méthode de la préférence visuelle. La méthode de la préférence visuelle utilise une réponse qui est simple, hein, c'est que regarde le bébé, et d'autre part le temps de fixation. Et dans la méthode de la préférence visuelle, ce qu'on a présenté, c'est 2 cibles, une cible A, une cible B. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est mesurer le temps que le bébé passait à regarder A ou le temps qu'il passait à regarder B. S'ils regardent plus longtemps l'une que l'autre, on en déduit qu'ils préfèrent regarder cette cible
mais on sait aussi qu'il les a différenciés. Il a fait la différence entre A et B. Et donc, en l'occurrence, par exemple, on a montré que des tout jeunes enfants, des bébés de quelques semaines, si on place ici en A la photo de la mère et si on place en B la photo d'une autre femme, ils vont regarder plus longtemps la photo A. Ils discriminent, ils reconnaissent leur mère par rapport à une autre femme. On a montré aussi que, en fait, si on cachait les cheveux de la mère avec un foulard et de l'autre femme avec un foulard, en fait, ils perdaient cette capacité de discrimination. Ils ne les reconnaissaient pas. Et c'est vers 2-3 mois que le bébé arrive en fait à reconnaître sa mère dans cette situation-là. Donc ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode d'habituation. La méthode d'habituation repose sur voilà, comment dire, c'est une caractéristique psychologique qui est assez robuste, qu'on observe chez la plupart des organismes, chez l'humain, chez le bébé, etc. Et qui va nous permettre aussi de répondre à la question de la discrimination, c'est-à-dire ce bébé, dans son environnement, est-ce qu'il fait la différence entre ça ou ça? Est-ce qu'il perçoit cette différence? Dans la méthode d'habituation, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est des temps de fixation. On est toujours sur quelque chose qui est extrêmement simple, hein, c'est qu'est-ce qu'il regarde, combien il regarde. Mais cette fois-ci, on va présenter les cibles les unes après les autres. Pour vous donner une sorte d'idée de comment ça fonctionne, votre voisin a acheté une nouvelle voiture, c'est nouveau, vous regardez. Et donc, la première fois que vous voyez le véhicule de votre voisin, voilà, il y a un temps de fixation qui est élevé. Au fur et à mesure que vous êtes exposé à ce même stimulus, à ce même véhicule, en fait, progressivement, on a les temps de fixation qui diminuent. D'accord ? C'est une réponse naturelle qu'on observe voilà, chez la plupart des organismes. On va l'utiliser chez le bébé dans le sens où on va présenter un stimulus ici, on va répéter la présentation du stimulus, et puis à un moment donné, on va changer de stimulus. Si il continue à s'habituer, c'est qu'il n'a pas perçu la différence entre les deux stimulus. Si il récupère la réponse, hein, c'est-à-dire si le temps de réponse augmente, c'est qu'il a perçu la différence. Partant de cette méthodologie, en fait, si je donne cette méthodologie particulière, c'est parce qu'il y a quelques années, c'était en 2001, c'est assez ancien, mais voilà, me posant un peu ces questions que vous vous posez, c'était de savoir, bon, est-ce qu'on peut évaluer des enfants avec un polyhandicap en termes de capacité de discrimination perceptive? Et donc, j'avais réalisé à l'IME Landais, en collaboration avec l'IME, une étude qui utilise justement la méthode d'habituation. Cette méthode, ça permet de savoir, ouais, il discrimine, il ne discrimine pas. Donc, j'avais utilisé différentes stimuli en termes d'habituation, des figures géométriques différentes, des émotions stylisées, c'était un clown joyeux et un clown triste. Et puis, voilà, ça avait du sens de le faire comme ça, les visages du personnel éducatif. C'est-à-dire que on habituait avec la photo de Marcel, et puis quand l'enfant était habitué, on passait à la photo de Maurice pour voir s'il faisait bien la différence perceptive entre les deux visages. Alors, c'était des enfants qui étaient assez lourdement handicapés, hein, qui ne manipulaient pas les objets, et pour lesquels, en fait, la seule réponse qu'on pouvait utiliser, c'était le regard. Et alors, voilà, simplement, à titre d'exemple, on montre que cette approche peut être utile, effectivement, pour évaluer les capacités de discrimination perceptive de la personne avec un polyhandicap, dans le sens où, par exemple, ici, s'agissant de la discrimination des visages, alors c'était une nouvelle fois les visages du personnel, on habitue avec une photo du personnel et donc, enfin voilà, un professionnel. Et donc, je vois encore les images, hein, donc l'enfant, forme de tonicité, regarde, et puis au fur et à mesure qu'on présentait la photo, on voit les temps de fixation disparaître, et à un moment donné, on change de photo, et on s'aperçoit qu'on a une récupération de la réponse. Donc, il est clair à ce moment-là qu'on sait que cet enfant différencie bien ces deux personnes. D'accord ?
là, c'est un peu anecdotique, c'est en relation avec, je veux dire, l'établissement, mais c'est ce qui avait beaucoup intéressé les membres de l'établissement. Enfin, quelque part, les professionnels avaient cette sensation que, bah oui, ils faisaient la différence. Mais là, quelque part, on objectivait, on montrait, c'était la preuve qu'ils faisaient la différence. Sachant qu'après, on peut travailler sur d'autres dimensions, comme par exemple, est-ce qu'ils discriminent la joie, est-ce qu'ils discriminent la colère avec cette méthodologie. Alors, du point de vue de la recherche, si je mets ça aussi, c'est qu'en fait, actuellement, je vois que ce type d'approche se développe et que, par exemple, vous avez ici une publication de 2013 où on reprend cette histoire de paradigme d'habituation pour voir si, effectivement, on peut évaluer les capacités perceptives des enfants avec un polyhandicap ou un handicap sévère. Par ailleurs, il y a une jeune doctorante de l'Université de Genève, dont je fais partie de son comité de thèse, et elle va venir prochainement ici dans la région, qui développe spécifiquement une thèse qui utilise l'oculométrie, donc c'est-à-dire effectivement le regard, la direction du regard et le temps passé à regarder certaines cibles pour répondre à des questions qui sont des questions fondamentales en psychologie, entre autres des questions par rapport à la discrimination des émotions, etc., de l'attention conjointe, etc. Bien. Alors, je vais prolonger un peu l'exposé sur la question de l'acquisition des connaissances par l'expérience et par l'apprentissage. Donc, on était sur l'intelligence, mais Louis a fait la même chose. À un moment donné, on ouvre sur la question de l'apprentissage. Alors, du point de vue des formes d'intelligence, tout à l'heure, je parlais d'intelligence fluide et d'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, c'est une intelligence qui permet de résoudre des situations nouvelles. L'intelligence cristallisée, c'est celle qui s'acquiert au fur et à mesure des apprentissages et des connaissances. Dans la déficience intellectuelle, en fait, on s'aperçoit, quand on a des tests spécifiques pour évaluer l'intelligence fluide, et on s'aperçoit que très vite, on va atteindre le maximum. D'accord ? C'est-à-dire que l'intelligence fluide augmente et puis, bon, passer 11-12 ans, même parfois en dessous, chez les enfants qu'on évalue, on s'aperçoit qu'on n'a plus d'augmentation de la performance, c'est-à-dire que très vite, si vous voulez, les enfants ont franchi le chemin jusqu'à un certain niveau, mais voilà, c'est d'une certaine façon le plus loin qu'ils peuvent aller. Après, on plafonne. Par contre, et c'est important, l'intelligence cristallisée, donc là je suis dans la déficience intellectuelle, mais l'intelligence cristallisée continue d'augmenter très longtemps et à l'âge adulte. Comment on le sait? Donc, on va étudier, par exemple, avec des tests spécifiques, l'acquisition, enfin le vocabulaire, l'acquisition des mots compris, par exemple. Et on va s'apercevoir que cette acquisition se prolonge extrêmement longtemps. À tel point qu'à l'âge adulte, si vous prenez des adultes avec une déficience intellectuelle et que vous comparez en termes d'âge de développement leur lexique avec ceux d'enfants qui ont le même âge mental qu'eux, eh bien, on s'aperçoit que leur niveau est au-dessus. Ils connaissent plus de mots que les enfants qui ont le même âge mental qu'eux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une durée, leur expérience, si vous voulez, la durée de vie, leur expérience est plus importante. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que dans la déficience intellectuelle, l'influence, alors sur certaines choses, bon, on n'a pas trop de possibilités, intelligence fluide, mais que pour d'autres choses, en fait, les personnes vont continuer à capitaliser sur l'expérience pendant très longtemps. Elles apprennent très lentement, mais elles continuent à apprendre. Et ça, c'est un élément qui est essentiel à retenir. Et de fait, voilà, ça justifie, si vous voulez, tous ces efforts qui sont fournis
en matière d'apprentissage. Et tout à l'heure, Bruno parlait de l'apprentissage à l'âge adulte. Mais oui, les personnes déficientes, ce n'est pas des personnes qui n'apprennent pas, c'est des personnes qui apprennent lentement. C'est la question du temps qui a été soulevée tout à l'heure par Louis. On converge, on est tous exactement sur la même analyse. Alors, du coup, et en guise de conclusion, je me suis permis une ouverture sur justement les questions d'apprentissage et quelques pistes pour soutenir l'apprentissage des personnes qui ont un polyhandicap. Alors, vous avez ici la bibliographie, ce sont des articles en français qui sont extrêmement accessibles et qui sont intéressants. Cette idée, c'est que voilà, la personne continue à apprendre, elle peut apprendre tout au long de sa vie. Et comment soutenir les apprentissages? Alors, premier point, et c'est un point qui est extrêmement important, c'est la nécessité d'offrir des régularités. Alors, des expériences nouvelles, certes, mais s'appuyer sur des régularités. En fait, ça renvoie à ce qu'on appelle l'apprentissage implicite. Cet apprentissage implicite s'appuie sur la répétition à l'identique des mêmes séquences. Cette répétition à l'identique des mêmes séquences est importante et c'est un vecteur d'apprentissage important pour la personne déficiente intellectuelle. Donc, elle a besoin d'une certaine façon d'un environnement qui est prédictible, régulier, sur lequel on sait que telle chose va succéder à telle autre chose. Ça lui permet de se projeter dans le temps. En fait, cet apprentissage s'observe très tôt, et Louis pourrait donner les explications neurologiques à cela, mais il est essentiel. Et dans le cas de la déficience intellectuelle, en fait, on s'aperçoit que c'est un apprentissage qui est assez effectif. Il y a certaines expériences qui sont intéressantes et qui montrent que le même type d'apprentissage, c'est un collègue de l'Université de Bourgogne qui a fait ça, vous avez le même type d'apprentissage et vous l'utilisez sous forme implicite, c'est-à-dire je répète les séquences à l'identique, etc., ou sous forme essai-erreur, hein, qui est de type apprentissage scolaire. Et les travaux Cerno-8 montrent que ce même apprentissage, dès lors qu'on passe par un apprentissage explicite, fonctionne moins bien que si on passe sous un apprentissage implicite. Du coup, cette importance liée aux routines, à l'organisation, etc., ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer les personnes dans les routines, mais il faut aussi la nouveauté. Mais je veux dire, on ne pourra introduire la nouveauté que si voilà, la partie routine est assise, associée. Voilà. Autre point qui est important, donc une nouvelle fois, c'est ce que j'ai repris dans ces publications, c'est favoriser la participation active de la personne. Ça renvoie strictement à l'approche piagétienne. Hein. L'activité est importante pour l'individu dès lors qu'elle est mobilisable. Alors je sais que ce n'est pas toujours mobilisable, mais l'action permet à l'individu de s'adapter au réel. Ça transforme aussi sa cognition. Par exemple, la locomotion chez l'enfant transforme sa façon de percevoir les autres, sa façon de percevoir le monde, sa cognition spatiale et même aussi son expérience sociale. Donc, voilà, la nécessité d'avoir recours à l'activité. Proposer des contenus d'apprentissage signifiants pour la personne. Enfin, en lisant cette phrase, je me suis souvenu justement de ce travail que j'avais fait à l'IME-Lelandais. Alors, notre travail sur la discrimination des émotions n'avait rien donné, ça n'avait pas du tout mobilisé les foules, parce que même si c'était des photos de clowns, en fait, d'une certaine façon, j'avais l'impression que ça n'évoquait rien aux enfants. Par contre, je vois encore leur réaction dès lors qu'on a travaillé sur la différenciation des photographies du personnel éducatif et l'éveil, hein, dès lors qu'on passait, on changeait d'une personne à une autre. Voilà. Et puis, intervenir dans la zone proximale de développement. Je l'avais mise là, mais je pense que j'ai atteint mon terme, et donc je vais laisser la place aux questions. Je vous renvoie ici à un travail qui a été fait par Geneviève Petitpierre, mal-être socio-pédagogique pour l'accompagnement des personnes adultes avec un polyhandicap ou une déficience intellectuelle sévère. Donc, Geneviève Petitpierre est une très grande spécialiste du polyhandicap de l'Université de Fribourg. Elle propose ici un manuel intéressant
Et ce que j'ai apprécié aussi dans son approche très, très structurée, hein, c'est aussi de mettre en relation la question de l'apprentissage chez les adultes. Hein. On note bien chez les adultes, la question de l'apprentissage chez les adultes avec la question de la qualité de vie, hein, d'une certaine façon, offrir à la personne polyhandicapée des opportunités d'apprentissage, mais c'est comme pour vous et nous, ça contribue à sa qualité de vie. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Merci beaucoup. Je vais passer la parole juste une petite seconde à Bruno Paulet pour une petite intervention et après on passe aux questions. Je l'appellerai Bruno Chevrier après. Merci beaucoup, Dominique. Yannick, merci beaucoup. C'était très intéressant et effectivement avec une grande logique. Vous nous avez bien dit effectivement que les tests habituels sont limités chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, qu'effectivement la vitesse de développement était plus lente et que vous privilégiez l'approche développementale. Vous nous avez effectivement parlé de cette utilisation très intéressante du regard dans l'évaluation de la personne. Bon, je n'ai pas l'intention de faire une synthèse, simplement je relève quelques points qui m'ont particulièrement accroché. Vous avez parlé de cette intelligence cristallisée qui continue d'augmenter avec l'âge, et moi qui ai la chance de travailler auprès de personnes polyhandicapées adultes, je suis toujours preneur quand on nous dit que bien sûr les capacités de toute personne et bien sûr d'une personne polyhandicapée aussi continuent à se développer avec l'âge, et chez une personne polyhandicapée dont les apprentissages sont parfois un peu plus longs et différés dans le temps, avec une temporalité plus lente, j'insiste, il faut pouvoir les poursuivre dans les lieux de vie pour personnes adultes. Vous avez parlé de l'effet d'expérience qu'on apprend tout au long de la vie, et puis vous nous avez très concrètement donné des pistes, particulièrement pour nos amis, les personnes polyhandicapées. Je vous remercie beaucoup, jusqu'à cette mallette socio-pédagogique de l'accompagnement des personnes adultes polyhandicapées. Effectivement, dans le monde du polyhandicap, Geneviève Petitpierre, que vous avez cité, est un auteur que l'on entend aussi souvent dans ce domaine fondamental de l'intelligence des personnes polyhandicapées. Je vous remercie beaucoup. Je n'avais pas prétention de faire une synthèse, mais je tiens à vous remercier parce que vraiment, vous avez complètement correspondu à notre attente et répondu je pense, au public que nous sommes de parents et de professionnels concernés par le polyhandicap. Je voulais dire un tout petit mot à Madame Rongière. Je ne sais pas si Madame Rongière m'entend. Est-ce que vous m'entendez, Madame Rongière ? Madame Rongière, est-ce que vous m'entendez? Elle a dû couper son micro. Oui, voilà, elle a coupé son micro tout à l'heure. Oui. Et alors, est-ce que vous avez la gentillesse de remettre un instant votre micro, Madame Rongière, s'il vous plaît? Ben, je crois qu'il faut tant pis, alors, dire, Bruno. Bon, je voulais simplement dire que Madame Rongière, dont nous avons l'honneur d'avoir la présence, est la présidente honoraire et fondatrice du groupe Polyhandicap France. Et donc, je vous remercie pour votre présence. Je suis désolé, effectivement, d'avoir dû vous demander de couper votre micro, mais il intervenait pendant la parole de Yannick Courbois. Mais je voulais saluer votre présence. Et si vous ne m'entendez pas, je le referai parce que je tiens à vous remercier d'être présente et à m'excuser d'avoir dû vous demander de couper votre micro. Merci Yannick pour votre intervention. À vous la parole et aux personnes qui posent des questions. Merci à vous. Vous avez très très bien résumé l'idée que je souhaitais mettre en avant. Est-ce que je peux récupérer l'animation, s'il vous plaît? Ouais, alors il faut me dire comment je dois faire. Je peux faire une petite remarque. Oui, qui a pris la parole là? C'est Jacques Clement. C'est bien ce qui me semblait. Vas-y. Vas-y, Jacques. En fait, je voulais intervenir en tant que parent en disant que Ouais. on peut autoriser nos enfants à brûler des étapes. J'ai eu l'expérience de mon fils Charles-Antoine où la kiné disait il ne pourra pas marcher tant qu'il ne passe pas de la position assise à la position debout. Bon, il a 40 ans maintenant, il ne s'est toujours pas passé de la position assise par terre à la position debout. Il ne sait pas comment ça se prend. Et il marche de manière autonome, totalement non-voyant maintenant. Il se déplace dans la masse avec son déambulateur. Et donc, c'est une remarque que je voulais faire, quoi. Le développement ne suit pas forcément le développement normal. Je pense qu'on peut autoriser nos
enfants. Ah, la connexion est plus très bonne, Jacques. Nous ne t'entendons plus. Donc, Jacques, je suis désolée, nous ne t'entendons plus du tout. Donc, je vais passer la parole à Bruno Chevrier. Oui, alors, il y a… Allô? Oui, vas-y. C'est vrai que, Yannick, c'est vrai que je t'ai pas expliqué comment me rendre l'animation. Ok, ouais. En fait, sur le côté gauche, tu as participant. Il faut que tu me trouves. Ah oui, ok, d'accord, je me souviens. Et tu fais plus et tu fais donner l'animation. Effectivement. C'est ça, j'étais ici, plus, et je te nomme animateur, voilà. Voilà. Merci Tu as beaucoup. récupéré? Ouais. Non, pas encore. Et maintenant? Ah, ça y est. Ça y est. Là, c'est bon. C'est Voilà. parfait. Voilà, Merci. ça permet de… Alors, Oui. pendant l'intervention de Yannick Courbois, il y a eu un certain nombre de remarques, de réactions et puis quelques questions assez précises. Alors évidemment, je pourrais pas les répercuter toutes. Yannick, tu peux peut-être aussi les voir sur le chat. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la référence à l'intelligence sans langage, parce qu'effectivement, on a trop souvent tendance à associer l'intelligence et le langage, et c'était important que tu puisses le rappeler. Je suis un ancien psychomotricien, et effectivement, ça parle beaucoup, cette question, et un des participants faisait référence aux travaux notamment de Bullinger, qui a mis en évidence, enfin en tout cas qui a synthétisé toute cette importance de la sensorimotricité comme une forme d'intelligence importante. Alors, il y a une série de réactions ou de questions sur cette notion de continuum d'apprentissage. Et effectivement, le constat qui est fait, c'est que dans les politiques sociales et dans les réponses sociales au polyhandicap, on a l'impression qu'à l'âge adulte, il n'y aurait plus besoin d'apprentissage. Et donc, on voit que les équipes, les professionnels mis à disposition des adultes polyhandicapés n'ont pas la même densité ni la même formation que celle qu'on peut retrouver chez les enfants. Et la question, c'est un peu à quand un droit à la formation continue, si j'ose dire, pour tous les adultes, pour tous les citoyens français, y compris les adultes polyhandicapés. C'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu peux confirmer effectivement cette importance de la situation d'apprentissage et de stimulation cognitive à l'âge adulte? Alors oui, je vais répondre aussi à Monsieur Lemans. Et puis après, effectivement, bon, j'ai traité le sujet en une demi-heure, ça m'a amené à faire pas mal de raccourcis. Et la question du développement est une question importante. Et s'agissant du polyhandicap, enfin, même du point de vue de la recherche, alors certains auteurs disaient mais si, voilà, les personnes suivent les mêmes étapes, d'autres vont dire mais non, tout compte fait, il peut y avoir des variations d'étapes. Et c'est vrai que par le biais des compensations, etc., les personnes peuvent ne pas suivre strictement la séquence développementale des enfants typiques. En fait, je prends cet exemple là, d'une part parce qu'un certain nombre de personnes passent quand même par cette séquence développementale, je ne peux pas vous donner la proportion, et d'autre part aussi parce que au-delà de l'idée de séquence développementale, il y a cette idée de mouvement. Et en fait, j'insiste toujours sur ça, c'est cette idée d'un individu qui est en mouvement et qui se développe, qui va vers quelque part. Et ça permet de penser les choses d'une certaine façon, quoi. Moi, j'avais invité, donc je suis responsable d'une formation de psychologue qui est orientée sur le handicap, le master DIS. Et il y a quelques années, j'avais invité voilà, une personne, un parent, à venir parler du polyhandicap de son fils, parce que les étudiants, en fait, quand ils se retrouvent face à la situation, ça vaut mieux que tous les grands discours, quoi. Et je me souviens que cette personne avait dit, bon, mais écoutez, moi, mon fils, manger à la fourchette, c'était à 19 ans. Et quelque part, bon,
voilà, ça donne une idée de la lenteur du développement, hein, mais quelque part, voilà, malgré tout, d'un individu qui, ici, à 19 ans, a appris à manger avec sa fourchette. Donc, la notion de temps, hein, qui a été soulevée par Louis, ce n'est pas du tout la même, mais on est en mouvement, quoi. Et donc, par rapport à la question de l'apprentissage à l'âge adulte, oui, alors pour le coup, Geneviève serait mieux placée que moi pour parler de ça, mais elle a fait des études, donc Geneviève Petitpierre, elle a fait des études, en particulier des projets personnalisés, et elle trouvait dans les projets personnalisés que comparer les enfants et les adultes, et que dans les projets personnalisés des adultes, en fait, on trouvait quand même beaucoup moins d'objectifs qui étaient relatifs aux apprentissages. Et la position qu'elle défend, tout comme celle que je défends malgré tout, c'est que oui, on apprend à tous les âges de la vie, y compris à l'âge adulte, alors que peut-être il faut passer par certaines approches de l'apprentissage qui sont plus implicites, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais néanmoins, oui, on peut considérer la personne comme apprenante à tous les âges de sa vie, oui. Oui, et justement, une question concernait le fait que certaines personnes polyhandicapées, enfants ou adultes, peuvent avoir des moments de, entre guillemets, régression où ils semblent perdre leurs apprentissages, et quel est l'espoir qui reste après? C'est ce que des parents demandaient. Voilà, là on touche à la limite. Alors, les questions de régression, oui, tout à fait. Une nouvelle fois, quand j'ai fait le topo, je me suis dit, bon, je fais l'impasse, etc. Mais oui, alors le développement n'est pas linéaire, il est fait de progression, de régression, et on va le retrouver aussi dans la question dans la question du polyhandicap, ça se pose peut-être d'une façon beaucoup plus forte qu'ailleurs. Mais même chez l'individu typique, en fait, le développement n'est pas linéaire. Il y a des progressions, des régressions. Bon, par exemple, je parlais de l'intelligence fluide tout à l'heure. L'intelligence fluide, alors j'ai dit que chez les enfants avec une déficience intellectuelle, elle était au plafond très tôt, mais bon, chez nous-mêmes, l'intelligence fluide commence à décliner à partir de 20-25 ans, quoi, très très tôt. Voilà, donc il y a des progressions, des régressions, et bien entendu, dans le cas du polyhandicap, ça ne prend pas la même forme, mais ça existe aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je dis tout haut parce que tout le monde ne regarde pas le chat. Vous avez dans le chat un lien pour vous enregistrer. C'est très important parce que si vous avez besoin d'une attestation, il faut que vous soyez enregistré. Donc, il faut vous utiliser le lien que Clément a envoyé dans le chat pour vous enregistrer. Alors, oui, j'attendais la fin des interventions et des questions justement pour prendre la parole sur ça et de rappeler. Et j'allais balancer le lien plusieurs fois pour que toutes les personnes puissent s'enregistrer sur ce lien. Merci de l'avoir fait, Dominique. De rien. Je vais essayer de récupérer encore une nouvelle question. Voilà, c'est ça. Il y a une question qui était importante. Comment passer à la mise en place pratique? Alors, je pense que c'est une question très ouverte. Est-ce que vous avez une petite idée à nous suggérer, Yannick? Oui, une idée très simple, le programme que j'ai proposé en conclusion. Oui, voilà, c'est ce que j'aurais répondu également. Voilà, en fait, je pense que quelque part, les personnes qui sont derrière ces programmes, c'est des personnes qui ont quand même une grande expérience, à la fois les connaissances théoriques, mais aussi une grande expérience du polyhandicap. Et puis, ça permet, au travers d'un certain nombre d'objectifs, par exemple, dans ce programme, les objectifs cognitifs sont spécifiquement adressés, quoi. On s'intéresse aussi aux aspects cognitifs de la personne. Et donc, on va travailler les dimensions sociales, cognitives, etc. Et donc, mon idée, c'est oui, peut-être simplement de se rattacher. Ça me fait penser à quelque chose parce que je connais mieux le monde de la déficience intellectuelle, modérée, légère, etc. Mais en fait, chaque établissement est une source de créativité inouïe. Et cette intelligence, elle est dispersée dans tous les établissements, dans tous les services, elle est peu partagée. Et bon, quelquefois, certaines personnes font l'effort de réunir ça sous forme de programme, et ça peut être intéressant effectivement de se référer à ces travaux collectifs de façon à ce que chaque
éducateur ou chaque établissement ne soit pas obligé de réinventer à chaque fois des choses qui ont été par ailleurs éprouvées. Donc, Oui. si on veut rassembler des travaux, on peut s'adresser à vous. Oui, entre autres, tout à fait, oui. Oui. Alors, il y a une autre question qui était aussi dans le chat. Comment faire quand l'enfant polyhandicapé a une malvoyance sévère? Parce que vous avez beaucoup parlé de la fixation visuelle. Donc, voilà, ce serait sans doute une grosse question pour certains. Oui, c'est l'intérêt du polyhandicap, hein, c'est qu'on dit quelque chose et tout de suite on vous dit ben non, mais tu penserais, etc. Oui, alors comment faire? Alors, je n'ai pas d'expérience clinique dans le polyhandicap, donc je peux me rattacher à ce que je sais des études qui sont réalisées, mais cette fois-ci, j'ai des enfants. Il y a d'autres comportements et d'autres réponses en fait, qui peuvent être utilisées pour savoir si l'enfant fait la différence ou discrimine telle ou telle chose. Par exemple, des réponses d'orientation, tout simplement. Alors, je pense à la réponse d'orientation de la tête. Alors, m'excuse, je me rattache toujours au bébé, mais c'est ce que j'enseigne. Et puis, une nouvelle fois, je n'ai pas d'expérience clinique dans le polyhandicap. Mais on a par exemple montré que les nouveau-nés d'une semaine reconnaissaient l'odeur maternelle, tout simplement parce que lorsqu'on leur proposait, c'est toujours la question du choix entre deux choses. Lorsqu'on leur proposait l'odeur de la mère et l'odeur d'une autre mère, eh bien, ils tournaient la tête du côté de l'odeur de la mère, quoi. Donc, c'est une possibilité. Alors, il y a d'autres possibilités après, mais c'est plus technique. C'est le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque varie en fonction de la tension et en récupérant le rythme cardiaque, on peut savoir si la personne a perçu une différence entre deux stimuli, en particulier ici des stimuli liés au langage. Alors, bien entendu, on souhaite vous remercier très chaleureusement. Je vais donner la parole à Bruno et il est resté encore des questions, en particulier une sur votre avis sur le concept d'intelligence multiple de Gardner. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite réponse? Et puis après, je passe la parole à Bruno. En tout cas, vraiment, un grand merci pour cette adaptation que vous avez eue par rapport à notre demande. C'était formidable. Ok, merci à vous. Intelligence de Gardner, mais en fait, c'est toujours la question de la définition des intelligences et de l'usage qu'on veut en faire. Enfin, moi, je suis psychologue et de fait, ça va être plus orienté sur la psychométrie et les tests, etc., avec toutes les limites que tous les psychologues ont, bien évidemment. Néanmoins, Gardner, en fait, a proposé un modèle avec une intelligence composite, multiple, qui est adapté plutôt à l'éducation, c'est-à-dire que sa façon de penser les choses est intéressante, c'est adapté à l'éducation, au monde de l'éducation, il est utilisé dans le monde de l'éducation, mais s'agissant de la psychologie, si vous voulez, du point de vue strictement de la psychométrie, puisque on va parler d'intelligence aussi et beaucoup pour l'évaluer, s'agissant de la psychométrie, en fait, les instruments qui sont dérivés de son approche, comme celle de l'approche de Sternberg, en fait, sont innovateurs, mais ils ne vont pas satisfaire les propriétés psychométriques nécessaires pour faire des évaluations valides. De fait, c'est un modèle qui est peu utilisé, qui est plus utilisé dans le monde de l'éducation et moins dans le monde de la psychologie. Mais peu importe, d'une certaine façon, puisqu'il y a différentes définitions de l'intelligence et que chacun y trouve son compte et prenne la définition qui lui chante. C'est un concept tellement large. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Bruno Paulet, tu voulais dire un petit mot? Oui, simplement, avant de remercier Yannick et remercier toute l'assistance, je voulais saisir la balle au bon que Yannick nous tend en parlant du sensoriel et notamment du visuel. D'une manière générale, on dit toujours que les personnes polyhandicapées ont une richesse sensorielle exceptionnelle. Encore faut-il que, si vous me permettez cette expression pas très belle, les organes qui permettent ces richesses sensorielles soient fonctionnels. Et je vois, moi, qu'on avait fait d'ailleurs un colloque sur ce sujet il y a 6 ans, je crois, sur les approches des capacités sensorielles des personnes polyhandicapées. Dans le monde adulte, on a parfois du mal à être précis dans l'évaluation des capacités visuelles, des capacités auditives. Alors, je me tourne vers Jacques, dont c'est le métier, Jacques Lement. Et je pense qu'il faut qu'on ait toujours ce souci-là de donner à la personne le maximum de perception de son environnement grâce à une optimisation de ses possibilités sensorielles, visuelles, auditives, etc. Il ne suffit pas de le dire parce qu'en évaluation, ce n'est pas simple et en correction, ce n'est pas simple non plus. Moi, j'entends souvent des gens nous dire « Ah mais les lunettes, il ne veut pas les garder sur
Donc voilà, c'est une question que je transmets à Yannick, ou à l'occasion de votre intervention, Yannick, que je partage à l'ensemble de l'Assemblée. Si vous avez des réponses, je pense qu'il faut effectivement vraiment être très attentif à optimiser les perceptions sensorielles des personnes polyhandicapées. Je vois que Jean-Marc, tu voulais prendre la parole. Et Jacques aussi. Ouais, j'ai laissé Jacques intervenir. Si je peux donner un témoignage juste après. Moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas se contenter d'un il a l'air d'entendre, il a l'air de voir. Parce que effectivement, l'organe périphérique peut fonctionner, mais qu'est-ce qu'il fait de ses perceptions, quoi? Est-ce qu'il donne du sens à ce qu'il voit, à ce qu'il entend? Et c'est quand même primordial de s'interroger là-dessus, donc tous ces aspects gnosiques, parce que c'est important au niveau de la communication qu'on va mettre en place par la suite. Donc, c'est vrai que ces aspects sensoriels sont vachement importants. Charles-Antoine est devenu non-voyant par réplication virale herpétique. Il a une communication qui reste affective. Il se déplace, il a refait un GPS interne, je dirais, pour se déplacer dans la masse. Je trouve que il a développé des compétences dont étonnantes, quoi. Allez, je te laisse la parole. Nous progressons vers le CP, je crois. Vas-y, Jean-Marc. Oui, juste donc sur les photos, pendant mon témoignage, toutes les photos de Julien que vous avez vues, il avait des lunettes et j'ai parlé de l'expérience qui avait été faite avec une étudiante en psycho sur les reconnaissances d'images, hein, le test qu'a évoqué Yannick Courtois, et avec un taux de réussite important. Préalablement, à la toute petite enfance, on avait fait des tests de potentiel visuel évoqués chez Julien, pour justement savoir quelle était la capacité de Julien à percevoir les choses. Et ce travail donc, a permis de définir qu'il avait une vision perturbée, mais qu'il avait quand même une capacité à voir les choses. Et ça avait permis notamment de définir quelle taille d'image il fallait lui soumettre et à quelle distance, pour qu'il puisse y avoir une capacité à voir. Alors, il faut être pas trop loin de Julien pour qu'il puisse distinguer les choses. Donc, c'était à 30-40 cm et des formats d'image au moins niveau A4. Sinon, pour lui, ça n'avait pas forcément de sens de lui présenter quelque chose qu'il ne pouvait pas de toute façon, par rapport à ses capacités propres, distinguer. Donc, pour ne pas dire il n'est pas capable de, donnons-lui effectivement toutes les chances de pouvoir utiliser les méthodes en lui donnant les bons outils, en utilisant nous aussi les bons outils, quoi. Oui, alors nous allons donner la parole à Madame Régine Selle qui la demande. Madame Selle, c'est à vous. Oui, alors juste très rapidement, mon expérience clinique montre que… Vous m'entendez? Oui, très bien. Mon expérience clinique montre que la personne polyhandicapée est sensible à ce que lui apportent les aides techniques qu'on lui donne. Et quand un enfant a un véritable bénéfice du côté du plaisir ou de l'intérêt à une aide technique, eh bien, il la supporte beaucoup mieux. Et je pense que ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose à chaque fois. Qu'est-ce qu'il en fait? À quoi ça correspond pour lui? Qu'est-ce que ça lui donne? Parce que parfois, le professionnel et l'adulte trouvent que c'est très bien pour lui et lui ne sait pas s'en servir, ne peut pas s'en servir. Et à ce moment-là, il retire les lunettes ou il retire l'auditif. Mais je trouve que cette question de à quoi ça lui sert, quel plaisir ça lui apporte, quel intérêt ça éveille chez lui est absolument fondamental pour qu'il puisse bénéficier au mieux des aides techniques qu'on lui propose. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que nous allons peut-être nous interrompre là. Nous avons bien sûr largement dépassé notre temps, mais c'était passionnant. Encore une personne, Dominique, oui. Excuse-moi, il y a une personne qui souhaiterait prendre la parole, Madame Sophie Cherlot. Oui, merci, c'est gentil. Moi, je suis éducatrice spécialisée et j'accompagne les enfants en situation de polyhandicap et je voulais juste préciser que la richesse, en fait, c'est vraiment la transversalité de nos observations et que par rapport aux aides techniques, l'orthopsie, par exemple, l'orthophonie, c'est souvent des prestations en libéral. Enfin, moi, je travaille dans un service ouvert et que pour le coup, l'intérêt du métier d'éducateur, c'est aussi de permettre la transversalité pour monter un projet cohérent et ne pas proposer, par exemple, les images
si l'enfant a son champ rétréci au niveau du côté droit, ne pas proposer par exemple sur sa tablette des images par exemple du côté droit. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes comme ça, mais en fait tout l'important c'est de pouvoir vraiment construire le projet ensemble pour vraiment répondre aux besoins en lien avec les capacités de l'enfant. Voilà, c'était… Oui, je pense que la pluridisciplinarité, nous l'avons souligné tout à l'heure, elle est super importante et que même quand on travaille avec des intervenants libéraux, il est souhaitable de garder toujours une pluridisciplinarité et des moments de pluridisciplinarité, même s'il y a des moments de travail individuel avec un professionnel et l'enfant, évidemment. Je vous remercie tous, je remercie nos intervenants.